Je veux bien. Voilà, merci beaucoup. C'est très impressionnant cet aéropage. Ça témoigne de la puissance de Soltis et je suis très content qu'on m'ait demandé de faire ce topo. En plus, je parle avant les deux autres, donc je peux dire ce que je veux, surtout pour François Tapis. En plus, je suis très content parce que je trouve que la première partie, notamment avec Antoine Chéré et Jade Ghosn, a déjà soulevé des problématiques qui sont transversales de la question du TASP. Ça aurait pu s'appeler le TASP au moment du doute, parce que étant un fervent défenseur du TASP, je me suis mis à douter en 2013. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est très simple. Hein, Jean-François, ce n'est pas les nouveaux outils de prévention, c'est les outils de prévention. Non, c'est important parce que il faut pas ringardiser le préservatif. Juste un mot. Donc moi, je vais traiter de ça et tous les autres vont faire tout le reste. Donc ça aussi, je remercie Soltis. Donc ça, c'est fait. Alors, juste un mot, un petit rappel sur les concepts qui sont nord-sud, mais moi, je vais parler plutôt du nord. J'ai fait ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas sur le TASP. Alors, ce que l'on sait, je les ai classés comme ça. On a des données issues des cohortes observationnelles. On a plusieurs méta-analyses. Bon, j'en ai pris deux, mais j'ai pris la plus connue et la dernière. Il y a des modélisations aussi qui commencent à apparaître, notamment chez les ACHH, et vous verrez, enfin chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, notamment à Los Angeles, qui sont sortis récemment. Il y a des expériences du test and treat qui incluent évidemment le traitement comme outil de prévention, dont le plus connu est l'expérience de Colombie-Britannique et de Vancouver tout plus particulièrement. Et puis, bien sûr, il y a une étude randomisée historique qui est l'HPTN 052, dont on dira au moins deux mots, puisque ça assis, je dirais, les fondements du TASP, au moins dans la population ciblée. Alors, cette diapositive qui figure dans le journal de Soltis, je l'ai recustomisée, si je puis dire, dans le sens où ça permet de restituer un peu en statistique les efficacités. Ici, vous avez la plupart des essais de PrEP. Ici, vous avez le seul essai vaccinal de phase 3, avec ici donc l'impact en termes de diminution du risque de transmission avec les ranges, si je puis dire. Et donc effectivement, les CHPTN 052, dont on va dire un mot, se situent en haut de cette diapositive qui n'a pas été infirmée depuis. Et j'ai rajouté les données de Cochrane pour situer, mais je crois que Bruno en parlera, du préservatif, donc à 80%. J'ai pas mis les ranges parce que les ranges sont très élevés, ils vont de 17 à 97% de mémoire, parce que les 20% d'inefficacité du préservatif, c'est du mésusage, donc c'est un peu différent dans le concept. Donc le TASP est en haut finalement des outils ou des nouveaux outils de prévention. On va voir que ça a commencé donc par une méta-analyse que vous connaissez, dont on connaît aussi les limites, mais qui a été intéressante parce que c'est cette première méta-analyse de Suzanne Attia dans AIDS en 2009 qui recentrait sur les essais à la fois de patients non traités, à la fois les patients traités, avec ici vous avez le nombre d'essais, ici vous avez le nombre d'événements, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées, et ici vous avez la diminution du risque, avec un taux zéro pour les essais où les personnes avaient moins de 400 copies, ce qui était compatible, et c'est important, avec une réduction de transmission statistique de 94%. Vous allez voir que tous les chiffres tournent autour de ces 94, entre 91 et 97%, que ce soit les essais, les méta-analyses, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux informations très importantes pour le TASP. Les limites du TASP, puisque là on est essentiellement dans des essais hétérosexuels menés en Afrique chez les couples sérodiscordants stables, généralement sans cofacteur. Donc chaque mot est un facteur de pondération de l'importance du TASP, mais aussi la deuxième information, c'était que on a pu bâtir à ce moment-là la notion de non-risque zéro, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le voyez avec les cartes types entre 0 et 1,27, c'est compatible avec un certain nombre de contaminations qui ont été quantifiées, je ne vais pas y revenir là-dessus. Donc première méta-analyse de Suzanne Attia, on en a une un peu plus récente de 2013 dans l'épidémiologie qui reprend 50 études dont un certain nombre pose très clairement la question traitement versus non-traitement. Et là, vous voyez les taux incidents de contamination qui passent de 3,6 pour 100 personnes année
à 0,2, donc qui est compatible avec une réduction du risque de 91%. On est à peu près toujours dans les mêmes eaux, avec donc entre 76, intervalle de confiance entre 79 et 96%. Donc ça, c'est pour les méta-analyses. On a les données, il y en a plein d'autres, mais on est obligé d'aller un peu vite. Les données en population qui sont importantes. L'exemple qui est montré à peu près à tous les congrès depuis 3 ans est l'exemple de la Colombie-Britannique qui s'adresse essentiellement à une population usagée de drogue avec d'autres éléments de réduction du risque que les HART, bien sûr. Mais quand on voit effectivement la corrélation entre la mise sous traitement, et on a la même chose à San Francisco dans les diapositives d'après, la mise sous traitement et les nouveaux diagnostics, on a une corrélation inverse. Alors justement, à San Francisco, c'est des données assez anciennes, mais qui ont été publiées qu'en 2010 de Moupali, sur la corrélation entre la charge virale communautaire, j'y reviendrai tout à l'heure dans les doutes, entre la corrélation entre la charge virale communautaire, qui est en fait la moyenne de 2 charges virales sur une grosse population. C'est de mémoire, je crois que c'est plus de 16 000 personnes. Et les nouveaux diagnostics, qui incluent effectivement les diagnostics tardifs, comme dans le système français. Et ça a été aussi corrélé à des données d'incidence. Donc ça, on est dans les exemples populationnels. Dans les essais, il y en a qu'un qui a ce poids-là, c'est les CHPTN. En une diapositive, on comprend ce qui s'est passé. Je rappelle très rapidement, c'était à l'époque, par rapport aux critères OMS, traitement avec les critères OMS versus traitement précoce. Et l'objectif était de regarder chez ces couples sérodiscordants quelle était la séro-incidence dans le groupe traité précocement comparé au groupe traité avec les critères classiques de CD4. Et là aussi, vous avez, comme par hasard, vous tombez sur une valeur qui est quand même proche des méta-analyses, puisque vous êtes à 96% de réduction de la transmission dans ces couples sérodiscordants en Afrique, couple stable, avec pas de différence dans le sens homme-femme versus le sens inverse. Au passage, évidemment, parce qu'on nous le demande tout le temps, les CHPTN 0,52 montrent que les traitements antirétroviraux diminuent la morbidité. Ce qu'on savait un petit peu avant les CHPTN, mais c'est important de le dire au passage. Alors ça, ce qui est plus récent, c'est les modélisations. Il y a eu des modélisations, j'en ai cité qu'une, parce qu'elle est intéressante sur ce qu'elle soulève. C'est une modélisation 2013 modélisée sur 2023 dans la population HSH de Los Angeles. Donc je vous ai mis juste les conclusions. Je trouve que les chiffres sont importants. 34% de réduction des nouvelles infections, donc en 2023. C'est de la modélisation, je le répète. 19% de réduction du décès, 39% de réduction de nouveaux cas de sida pour 2023. Et ce qui est très intriguant, et peut-être que Christiane Rousseau aura des commentaires à faire là-dessus, c'est que les auteurs considèrent que c'est contrebalancé, avec, je pense, le mot qui a le même poids en français et en anglais, par le doublement de la prévalence des résistances virales de 9 à 4%. Je ne sais pas si on peut dire que c'est contrebalancé, mais en tout cas c'est dans les conclusions de cette étude. Elle est intéressante parce que c'est la première fois qu'on modélise dans une population MSM le poids que pourrait avoir, enfin le poids et le prix que pourrait avoir le TASP sur les nouveaux diagnostics. Alors, ce qu'on ne sait pas, donc pourquoi c'est le doute. J'ai évidemment pas tout traité, parce qu'il y a des choses qui vont être traitées par François Dabis notamment, mais aussi par Bruno Spire, parce que il n'y a pas de TASP sans dépistage. Bon, je pense qu'on y reviendra sur la table ronde. Mais globalement, ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'impact du TASP chez les hommes ayant la relation sexuelle des hommes. C'est un gros facteur de circulation aussi du VIH, dans la mesure où on n'a pas d'équivalent de les CHPTN 0,52 et que les méta-analyses existent, mais concernent essentiellement les couples hétérosexuels sérodiscordants, sérodiférents. On a le problème qui a été évoqué tout à l'heure et discuté aussi de la charge virale dissociée. Il y a des doutes sur la charge virale communautaire. Est-ce que c'est une bonne valeur à corréler avec l'incidence, la séro-incidence? L'acceptabilité dans les PVD, on n'en parlera pas. Le problème de qui va payer, on en dira un mot. Le poids des primo-infections et des diagnostics tardifs, ça a été très bien abordé par Antoine Chéret, donc je ne vais pas y passer, mais on pourrait s'y arrêter, puisque là aussi, il y a des modélisations qui ont été faites, notamment à Sydney, par l'équipe de Wilson, qui a montré que
probablement plus de 50% des contaminations chez la SHH et se partageaient entre les primo-infections et les diagnostics tardifs. Donc évidemment, là, on voit mal comment le TASP se situe, parce que qui dit diagnostic tardif dit traitement tardif, et qui dit primo-infection dit, bon, on revient sur la débat de tout à l'heure, dit complexité d'attraper les gens au niveau de la primo-infection. Le poids du TASP chez les couples non stables, parce que les études menées en Afrique, mais ça, François en parlera peut-être. Et puis effectivement, la question de la prévention combinée, qui fait que le TASP, c'est un outil parmi d'autres, et c'est pour ça que j'ai commencé par cette première diapositive. Alors le doute sur la charge virale communautaire, je vais aller très vite. C'est marrant parce que j'ai une fille de 12 ans qui m'a commenté cette diapositive et qui l'a comprise. Donc je pense que ça va aller pour vous. Elle est assez simple. Donc tout le monde est contaminé et c'est ce qui explique la complexité d'utiliser la charge virale communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans une population où vous avez une charge virale communautaire, par exemple, à 10 000, bah, vous allez avoir des patients, des personnes qui sont à 6 000, à 7 000, etc. Quand vous avez un qui échappe à ces valeurs basses de charge virale et qui a 100 000, s'il n'a pas d'activité sexuelle, finalement, c'est une voie sans issue de la contamination. Vous me suivez? Moi, j'aime bien quand les dessins sont vachement simples. Et là, c'est toujours très simple. Vous avez un qui est qui ne touche pas, qui n'affecte pas la valeur de charge virale communautaire, mais il a un seul partenaire. Donc finalement, globalement, sa charge virale élevée, qui est bien plus élevée que la charge virale communautaire, n'affecte qu'un risque pour une personne. Et évidemment, après, on revient sur la question des réseaux sexuels. C'est-à-dire que quand vous avez une personne à charge virale élevée, alors qu'il y a une charge virale communautaire qui est considérée comme modérée, et ben effectivement, le problème du réseau sexuel, c'est que le risque de transmission pour cette personne n'est pas reflété par la charge virale communautaire. Vous suivez là? Alors, deux choses aussi sur le TASP chez les hommes ayant une relation sexuelle avec des hommes, puisque c'est une problématique majeure au Nord, et aussi la question de la charge virale dissociée. Alors, j'ai pris ces données-là, parce que j'ai pas pris celles de Jade, parce que je savais qu'il allait les montrer, mais ça, bon, c'est les gens qui sont ici. C'est des données de charge virale dissociée, donc effectivement, c'est un peu inférieur à ce qu'a montré Jeanne chez SHH, puisque là, on est dans une population hétéro, je dirais, les mains sous la couture dans un projet de procréation médicalement assistée, donc pas représentatif de toute la population, avec des données effectivement qui sont assez constantes sur le temps en termes de pourcentage de personnes qui ont une charge virale positive dans le sperme quand elle est négative, enfin contrôlée dans le plasma, avec toute la problématique que vous connaissez mieux que moi et qui a été débattue tout à l'heure, de savoir quel est l'impact en termes de transmissibilité de ces charges virales dissociées. Et puis plus récemment, un papier qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, enfin en tout cas sur les sites spécialisés, qui est un papier sur la charge virale dans le sperme chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sous traitement, avec la recherche aussi des autres virus. Je trouve que ce papier est très intéressant parce que d'abord il y a une population donc qui est certes modérée, mais avec des chiffres que vous avez ici, je vais vous allumer, voilà, hop. De charges virales dissociées qui sont autour de 9-10%, donc là on est encore plus haut que ce qu'on a vu tout à l'heure, et des valeurs de charge virale qui sont relativement modérées, mais autour de 2 logs dans le sperme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont cherché tout un tas de virus, le CMV, le BV, les herpès, etc. Et finalement, ce qui sort dans cette étude-là, et ça rejoint la discussion qu'on a eue avec Jade tout à l'heure en public, c'est ils ne trouvent pas de corrélation comme ça a été dit tout à l'heure avec les infections sexuellement transmissibles asymptomatiques, mais il y a une corrélation avec le CMV et qui est une voie peut-être intéressante, et puis des taux très élevés de fréquence de ces IST asymptomatiques dans cette population. Là, juste pour embrayer sur François Dabitz, j'aime bien cette phrase. C'est vrai que le TASP, c'est un peu provocateur, mais peut être considéré comme insultant pour les 7 millions de malades qui manquent de traitement à moins de 250 CD4. Juste cette diapo aussi qui introduit la problématique. J'en ai une autre qui fait de la géostratégie où on bouge les carrés, mais j'y reviendrai dans ma dernière diapositive. Vous savez très bien, le scaling up, si on commence à intégrer le TASP, on est déjà à 23 millions de personnes traitées. Et finalement, si on fait du test and treat, c'est-à-dire on dépiste et on traite tout le monde, il faudrait traiter 32 millions. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on est déjà c'est Christine Katlama qui l'a dit tout à l'heure, il manque encore quand même 7 millions de personnes, ou 6 peut-être,
qui ont besoin d'un traitement tout simplement pour survivre. Et effectivement, le problème du TASP, c'est l'application à la réalité et la contrainte économique. Un mot sur le coût-efficacité, puisque c'est débattu, c'est un papier assez récent aussi qui est très intéressant, puisqu'il a comparé en Afrique du Sud le coût-efficacité de différentes stratégies qui vont être discutées tout à l'heure par Bruno. Donc la circoncision, la mise sous traitement classique avec les critères, je dirais, internationaux, et le TASP, et vous voyez en fait que globalement, si vous faites circoncision plus traitement, c'est aussi bien que le TASP. En Afrique du Sud. Donc le TASP est coeffectif, mais peut être aussi coeffectif que circoncision et ART. Une dernière diapositive aussi que François Dabis peut-être aurait pu aborder, mais je pense que ça c'est une problématique nord-sud. Christine l'a dit tout à l'heure dans son introduction, j'ai bien aimé, en plus avec sa véhémence, c'est effectivement, il faut arrêter de diaboliser le traitement si on veut que traiter d'abord tout le monde, traiter toutes les infections et éventuellement faire du TASP. Et on n'a pas de chiffres en France de TASP. Moi je suis dans le comité de suivi du plan. Il n'est pas prévu de donner des chiffres de l'impact qu'a le TASP en France. Peut-être on les aura dans la cohorte FHDA, je ne sais pas. Mais il faut aussi intégrer l'idée que les gens puissent refuser. Alors après, c'est de savoir s'ils refusent parce qu'on leur a mal présenté ou s'ils refusent parce que le TASP n'est pas acceptable. Mais c'est vrai que dans les pays du Sud, on a des données, notamment ces données kenyanes qui ont été montrées à Washington. 42% des hommes et 31% des femmes séropositives ne voulaient pas d'un traitement antirétroviral, peut-être parce qu'on leur a mal présenté ou peut-être parce qu'ils avaient peur de stigmatisation. Dans une indication de traitement comme outil de prévention. Je rappelle enfin, avant de conclure, que le TASP fait partie des recommandations internationales. Si on prend celle de l'OMS de 2012, c'est clairement explicité, et je pense que ça a été, on va attendre le rapport français qui arrive dans quelques jours, mais ça a été pour l'instant en France assez sous-recommandé. Et peut-être que les choses vont changer dans les années à venir. Alors pour finir, les questions en suspens, il y en a plein, il y en a pour tout le monde. La première, je dirais, c'est que quelle est la reproductibilité d'HPTN 052 dans des contextes différents. On a parlé des HSHAS, mais on peut parler aussi des couples dits ouverts. Vous comprenez ce que ça veut dire. Que HPTN, c'est essentiellement dominé par les rapports vaginaux. Mais même en Afrique, on a des chiffres. Et quand vous regardez les essais de prévention, il y a des taux assez élevés de rapports anaux, y compris dans les couples stables hétérosexuels. La question des sex workers, etc. Enfin, donc, l'applicabilité de HPTN à d'autres populations. Il y a le problème politique là qui va être traité par François Dabis, d'augmenter un peu les engagements des bailleurs. Ça, c'est pas mon sujet. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est une phrase qui dit que finalement, si on raisonne l'argent du TASP, il va falloir le prendre quelque part. Et beaucoup de pays ou de décideurs ou d'institutions ont peur que ce traitement soit pris sur le traitement des personnes les plus, je dirais, à risque de décès. Par exemple, les gens qui ont moins de 50 ou moins de 200 CD4. Et que les traitements soient réservés, par exemple, au TASP versus les moins de 200 CD4, parce que peut-être que c'est plus coût-efficace de faire du TASP que de traiter des gens qui ont 4 infections opportunistes. Je fais un peu de provocation, et moins de 50 CD4. C'est ce qu'on appelle aussi l'image des victimes de catastrophes aériennes, où on met des petites étiquettes, et finalement on met pas des étiquettes d'urgence sur les plus graves, mais on met des étiquettes d'urgence sur ceux qui peuvent être le plus facilement sauvés. L'approche pour vaincre les résistances des individus au TASP, ça va être compliqué. Est-ce que le TASP va pas faire qu'on perd les gens dans la nature, etc. Quelle est la durée de l'effet TASP sur l'incidence? Donc, quelle est la meilleure combinaison d'outils? Est-ce qu'on l'a vu tout à l'heure, circoncision et traitement versus TASP? Et puis, toute la problématique des outils de prévention, je finis sur ça, c'est qu'on est en statistique, dans des populations bien ciblées, et le passage d'une problématique, et on l'a vu avec les enjeux au sud et au nord, du TASP, c'est de passer de résultats en population à des résultats en question de problématiques individuelles ou de couple. Je vous remercie beaucoup. Je voulais juste remercier Maëlle Cohen de ne pas être venue, puisque ça me permet d'être là avec vous.